Aujourd'hui, on va parler d'endométriose et d'infertilité, ce qu'on devrait vraiment savoir. Alors, on se retrouve aujourd'hui où je vais vous faire un petit compte-rendu du coup de la conférence de l'AFNA qui s'était déroulée le 16 octobre 2025 sur plein de petites choses qui me semblent importantes de savoir par rapport à l'endométriose, l'infertilité, mais pas que. Alors déjà, petit disclaimer, enfin petit, on va voir. Déjà, ici dans cet épisode, on va clairement parler de chiffres. Je tiens à le rappeler, les chiffres, ça veut tout dire et rien dire. Mais en même temps, c'est intéressant, je trouve, de les connaître et de les savoir. Mais ça reste des mathématiques, donc ça ne veut pas dire que on a parlé de tels chiffres que ça va être obligatoirement votre cas. Surtout dans le cas de l'endométriose, où clairement on parle quand même d'une pathologie qui est très complexe, où chaque cas est quand même globalement assez différent. Et que même si ça fait longtemps qu'on connaît l'endométriose, ça fait pas très longtemps que réellement il y a quelques études scientifiques sur le sujet. Pareil, on peut faire dire un peu ce qu'on veut aux chiffres, parce que dans les études scientifiques, ça dépend tellement du cas par cas. Par exemple, on va parler de chirurgie. Ok, c'est très bien, mais qui a fait la chirurgie? En fonction d'un chirurgien ou de l'autre, est-ce qu'ils utilisent les mêmes méthodes? Voilà. Mais je pense que malgré tout ça, ça reste quand même important de parler de tout ça et de savoir ce qu'il se dit, en tout cas vraiment au niveau des spécialistes autour de l'endométriose en fin 2025 par rapport à la fertilité, de qu'est-ce qu'on conseille aux patientes. Donc, on va être parti. Plusieurs choses aussi sur certaines abréviations que je vais possiblement utiliser. Sachez que de mon côté, je ne parle jamais de fausse couche car je n'aime pas ce terme-là, je ne le trouve pas beau. Donc je parle souvent de ANG, donc arrêt naturel de grossesse. Voilà, donc si vous entendez parler d'ANG, j'essaierai de préciser peut-être à chaque fois arrêt naturel de grossesse. Quand on parle d'AMP, on parle d'aide médicale à la procréation, donc ça peut être des stimulations pour récupérer du coup des ovocytes, ça peut être une insémination ou une FIV. Voilà. En tout cas, si vous êtes patiente, restez par là quand même, n'hésitez pas à prendre des notes et si jamais il y a des choses qui restent encore un peu trop techniques pour vous, n'hésitez pas à me faire un petit message ou un mail, j'y répondrai du coup avec plaisir. Allez, du coup, on est parti. Donc, j'ai essayé de tout trier un peu. Bon, en vrai, il y avait tellement de choses que c'est sûr qu'on va pas pouvoir parler de tout. Mais la totalité, en fait, de ce que j'ai appris à l'AFNA, ou en tout cas de ce qui est ressorti, je vais dans tous les cas en faire un module pour ma transmission endométriose, donc pour les professionnels de santé qui se forment à l'endométriose. Elles auront tout au complet. Mais on va pas attendre trop longtemps. Donc déjà, quand on parle de endométriose et d'infertilité, de quoi on parle exactement? Eh bien en fait, on considère qu'il y a entre 5 et 50% des femmes infertiles qui ont de l'endométriose. Vous imaginez entre 5 et 50%. Donc en fait, la variabilité, elle est énorme. Et en fait, ça dépend tellement en fait des populations, mais aussi des critères de diagnostic. Donc, c'est un chiffre qui est très 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 large. Et justement, j'ai beaucoup aimé la professeure qui a intervenu dans cette conférence-là, qui l'a justement dit en disant, n'oubliez pas que en fonction des études, on peut retrouver 5% ou 50%. Donc, bon, énorme. Par contre, du coup, ils disent quand même que dans certaines études, dans les infertilités surtout inexpliquées, celles qu'on n'arrive pas à expliquer, on peut retrouver quand même assez souvent une endométriose qui est sous-jacente, qui est par là. Mais avec ces informations-là, il ne faut pas oublier que dans le contexte d'infertilité, le délai diagnostique est quand même beaucoup plus rapide. C'est-à-dire généralement, quand une patiente vient, qu'elle se présente et qu'elle dit qu'elle a des difficultés à tomber enceinte, et bien du coup, généralement, on peut potentiellement lui diagnostiquer de l'endométriose et ça prend généralement 1,5 ans. Alors que, hors contexte d'infertilité, si la patiente parle d'autres symptômes liés à l'endométriose, généralement, le délai est de 6,9 ans. Donc vous imaginez, on se rend bien compte que quand même l'infertilité, elle accélère clairement le diagnostic de l'endométriose. Donc c'est quelque chose que je dis très souvent en disant qu'en fait on parle aujourd'hui d'endométriose et d'infertilité en mettant ça en avant, on a l'impression que c'est le truc de l'endométriose, alors que ça met un peu de côté tous les symptômes qui clairement sont d'autant plus chiants, clairement. Mais on oublie qu'on surdiagnostique potentiellement l'endométriose quand il y a des problèmes d'infertilité, alors qu'on en sous-diagnostique beaucoup, par exemple sur des troubles digestifs, tout bête. Parce que moi, je le vois, il y a énormément de patientes qui, dès qu'elles parlent de leurs symptômes digestifs,
Si par exemple on leur envoie voir un gastro-entérologue, forcément un gastro-entérologue il va beaucoup plus facilement penser à un syndrome de l'intestin irritable, etc. Alors qu'en fait peut-être que ça peut aussi cacher de l'endométriose derrière. Donc voilà, ces chiffres, ce que je vous disais au départ, on peut tout dire et rien dire, mais quand même je trouve que le délai de diagnostic de l'endométriose entre le contexte d'infertilité et hors infertilité, la différence elle est énorme entre 1,5 ans et 6,9 ans. Bon voilà, on peut quand même se dire qu'en effet, il y a quand même une partie où on surdiagnostique et l'autre où on met beaucoup de temps. Voilà. On note aussi pas mal qu'il y a un impact psychologique qui est quand même assez important dans l'endométriose, car il y a 19% des femmes qui estiment que l'endométriose a contribué à leur divorce. Alors, j'aurais beaucoup aimé avoir plus de détails sur ce chiffre-là, savoir est-ce que c'était justement dans leur divorce, mais que en période de FIV ou autre, ou est-ce que c'était au global. En tout cas, moi je le dis tout le temps, ça a un impact énorme dans la vie en fait personnelle de la femme, mais aussi dans sa vie de couple, dans sa vie familiale et dans sa vie professionnelle. Donc c'est quelque chose à toujours prendre en considération. Et ne pas seulement se dire ok c'est bon elle a juste de l'endométriose. Non non, ça peut quand même avoir un sacré impact. Il faut pas hésiter à en parler. Une autre chose qui pareil j'allais dire je suis contente. Oui non c'est juste mon ego qui est content, mais en fait il y a un chiffre qui est ressorti qui a étonné mais tellement de monde. Alors en fait moi j'étais là mais non moi je le vois dans mes patientes. Enfin le chiffre c'est que en AMP donc en aide médicale à la procréation il y a plus de 60% des couples qui n'ont pas de rapport sexuel. Vous vous imaginez? Donc en fait, c'est des couples qui viennent, qui veulent avoir un bébé, mais du coup, ils n'ont plus de rapport sexuel. Alors, pour diverses raisons, hein, ça peut être plein de choses. Justement, dans l'endométriose, un des symptômes de l'endométriose peut être aussi des douleurs au rapport sexuel, donc on peut comprendre que ça coince. Mais en fait, moi, je me rends bien compte que dans les couples que je reçois pour motif de consultation fertilité, en fait, soit en fait, il y a un peu la case de ils font l'amour tous les jours. Alors en fait, c'est pas du tout nécessaire. Soit du coup, ils font pas forcément beaucoup l'amour, c'est assez rare, et du coup, c'est compliqué. Ou alors ils le font, mais en fait, de temps en temps. Et en fait, du coup, quand je leur demande est-ce qu'ils savent observer la fenêtre de fertilité sur toute la femme, parce qu'un homme est globalement fertile tous les jours de l'année, et une femme, c'est différent. Et en fait, du coup, je me rends bien compte que là, en fait, on me fait les gros yeux, qu'on est là, ben non. Et en fait, je suis là, bon, on va peut-être commencer par ça, en fait, de vous expliquer quel moment il vaut mieux viser pour pas faire de jeu de mots. Et en fait, c'est quand même fou de se dire que voilà, il y a 60% des couples qui vont en procréation médicalement assistée qui n'ont pas de rapport sexuel. Et c'est un chiffre de 2022. Voilà, c'est à savoir. L'autre chose, c'était de parler de douleur et de fertilité. Donc, il faut savoir que dans l'endométriose pelvienne, la dysménorrhée sévère, donc les douleurs de règles quand même qui sont assez fortes, n'est pas du tout corrélée au résultat de FIV. Donc, en fait, ça veut dire qu'il n'y a pas de corrélation entre l'intensité des douleurs vécues par la patiente et ses chances de grossesse en FIV ou pour tomber enceinte. Donc, c'est quand même globalement cool. Hein. On peut avoir très mal et du coup tomber enceinte facilement. On peut avoir très mal et du coup avoir une FIV qui fonctionne aussi. En tout cas, on ne voit pas de corrélation en disant, vu que vous avez très mal, vous allez forcément galérer. Donc, c'est à garder en tête. Une chose par contre qu'on sait, c'est que généralement, les femmes qui sont atteintes d'endométriose ont en moyenne une AMH qui est plus basse. Une AMH, pour résumer pour les patientes, ou même pour les praticiens qui pourraient ne pas connaître, parce que je sais que je dis ça pour les patientes, mais moi avant de bosser en fertilité, on m'aurait dit AMH, je ne savais pas ce que c'était, logique. En gros, c'est quand on fait une prise de sang, on dit on veut vérifier, enfin, souvent les gynécologues disent on va vérifier votre réserve ovarienne et on vous prescrit l'AMH comme prise de sang, et du coup on part du principe que ça reflèterait votre réserve ovarienne. Sauf qu'en fait non, et ils l'ont répété plusieurs fois par plusieurs intervenants différents, et c'était très bien, c'est que l'AMH ce n'est pas un marqueur de fertilité. En fait l'AMH elle reflète uniquement la capacité à répondre à une stimulation ovarienne. Donc en fait c'est juste un truc pour se dire ok, est-ce que si on va vous faire une stimulation ovarienne, vous allez plus ou moins bien répondre ou pas? Ça peut permettre de prendre une décision. Mais il faut savoir que depuis 50 ans, on n'a aucun marqueur de la qualité ovocytaire qui existe. En tout cas, aucun marqueur fiable. Donc, en gros, pour marqueur ovocytaire, c'est pour savoir est-ce que justement vos ovocytes, donc en gros les petits œufs, est-ce que
ils vont pouvoir être plus ou moins bons, est-ce qu'ils sont plus ou moins nombreux, etc. En fait, on n'a pas de marqueur. Donc l'AMH, c'est pas égal à une capacité de tomber enceinte naturellement. En fait, c'est juste la capacité à potentiellement répondre à une stimulation ovarienne. Et justement, tant qu'on parle de capacité qualité ovocytaire, en fait, est-ce que chez une femme atteinte d'endométriose versus une femme qui n'a pas d'endométriose, est-ce que les ovocytes, donc les œufs, sont différents, moins bons? Voilà, en fait, ce qu'on cherche, c'est se dire pourquoi on a l'impression que chez les femmes atteintes d'endométriose, la fertilité peut être plus compliquée. Donc là, on va avoir plusieurs steps. Sur les ovocytes, en fait, il y a une étude trop intéressante où ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont comparé du coup les ovocytes, les patientes atteintes d'endométriose à qui on a fait une FIV avec du coup leurs propres ovocytes. Donc on leur a fait d'abord une stimulation ovarienne, etc. On a utilisé leurs propres ovocytes. Et des femmes atteintes d'endométriose qui vont recevoir les ovocytes d'une donneuse. Et bien les résultats, c'est qu'en fait, globalement, le taux de naissance... Alors, à chaque fois, on parle de taux de naissance vivante. Je déteste ce terme-là, mais en même temps, enfin... Voilà, c'est ce qui intéresse quand même, c'est le nombre de grossesses qui va vraiment au bout. Avec un bébé, on observe que chez les patientes qui ont gardé leurs propres ovocytes, on est à 31% environ. Et chez celles qui ont eu des ovocytes de donneuses, on est sur 31,6%. Donc vous voyez, la différence, elle est beaucoup trop mince. Donc en fait, on sait déjà que l'endométriose, en tout cas sur cette étude-là, on peut en conclure que l'endométriose n'a pas l'air d'altérer la capacité des ovocytes. Donc globalement, plutôt cool. Sur ça, attention, on va détailler un peu plus avec d'autres choses plus tard. La deuxième question, c'est de se dire, ok, très bien. Bon, on a des ovocytes, forcément il faut le spermatozoïde de monsieur aussi, hein, ça je précise. Là aujourd'hui je vais parler que de fertilité féminine sur l'endométriose, mais forcément il ne faut pas oublier que dans un problème d'infertilité, il faut toujours aller voir des deux côtés, parce qu'il faut être deux pour avoir un enfant. Mais c'est sûr que vu que c'est la femme qui porte globalement l'enfant et qui le crée, parce qu'au-delà de le porter, c'est vrai que ça m'énerve cette phrase, on ne porte pas un enfant, on le crée de nos cellules à nous, c'est quand même fascinant, enfin moi ça me fascine. Et bien du coup, c'est souvent vers la femme qu'on va quand même aller globalement plus chercher. Bon, alors qu'aujourd'hui la fertilité masculine, elle est quand même pas dingue non plus. Bref, j'arrête là, sinon on va faire 40 minutes d'épisode, c'est sûr. Je pense déjà qu'on fera 40 minutes. Donc, l'autre chose, on se dit, ok, on a les ovocytes, très bien Maïté, mais du coup, qu'est-ce qui pourrait coincer, du coup, pour la fertilité? Bon, on imagine, ok, l'ovocyte, on a le spermatozoïde, très bien, et bien ensuite, une fois que les deux sont, du coup, fusionnés, je vais dire ça comme ça, il faut qu'ils descendent pour aller, du coup, s'implanter sur l'endomètre. L'endomètre qui est cette sorte de couche à l'intérieur de l'utérus qui se gonfle ou, ouais, on va dire gonfler au moment du cycle hormonal et qui ensuite va se désagréger si jamais il n'y a pas de grossesse. Et c'est un peu sur ça que l'ovocyte va venir se coller pour ensuite avoir plein de vaisseaux, etc., et pouvoir communiquer, faire le placenta, etc. Donc cet endomètre, on s'est dit, ok, ben justement, endomètre, endométriose, pendant longtemps on disait, oui, l'endométriose, c'est des bouts de l'endomètre qui partent autre part que l'intérieur de l'utérus. J'insiste, pour ceux qui n'avaient pas écouté mon épisode sur les mythes de l'endométriose, qu'en fait, non, c'est pas des cellules de l'endomètre. Elles y ressemblent fortement, mais elles sont différentes sur plein d'aspects. Donc, on se dit, bon, quand même, on va évaluer l'endomètre des femmes atteintes d'endométriose à l'intérieur de leur utérus pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc, l'endomètre qui est bien à l'intérieur de l'utérus chez les femmes atteintes d'endométriose, on se rend compte que globalement, alors c'est une étude de 2017, que généralement, on retrouve quand même de l'inflammation qui est chronique, donc ce qui potentiellement n'est pas top quand même pour la fertilité. Une résistance aussi à la progestérone. Donc la progestérone, c'est une hormone dont on a besoin généralement en seconde partie de cycle, mais aussi pour une grossesse. Nous, il faut toujours un équilibre, si vous voulez, entre oestrogène et progestérone. Et souvent, en fait, dans l'endométriose, on retrouve vachement de dominance œstrogénique, donc on a trop d'œstrogène versus la progestérone. Et surtout, donc il y a une dominance d'œstrogénique, mais il y a aussi une production locale d'œstrogène, donc via l'aromatase, pour ceux qui connaîtraient. Donc en fait, on se rend compte que c'est des altérations biologiques quand même qui sont assez importantes. Mais en même temps, dans le cas clinique, on se rend compte, il y a la même étude, donc vous savez, de comparer les femmes du coup qui auraient du coup... Attendez, c'est celle-là ou c'est l'autre? Je suis en train de me mélanger, j'ai tellement relu toutes les études que je sais plus. Non, c'est bon, je l'ai. Oui, c'est ça.
Non, non, pardon. Mais on se rend compte, donc là c'est une étude par contre sur des dons d'ovocytes, donc c'est pas leurs propres ovocytes, mais on a comparé du coup des patientes qui ont de l'endométriose et des patientes qui n'ont pas d'endométriose, et bien on se rend compte que du coup l'implantation, chez des femmes qui ont de l'endométriose, généralement ça marche à 28% environ, et par contre sans endométriose, ça marche à 30,7%. Donc en fait c'est pareil, là la différence elle est clairement pas significative, donc on ne peut pas en tirer de conclusion. Donc en fait, on se dit, finalement, en fait, l'endomètre, oui, on observe des choses qui pourraient paraître défavorables pour la fertilité, et en même temps, pour autant, dans la pratique sur des dons d'ovocytes, et on sait que tout à l'heure, on a déjà parlé du coup on n'a pas forcément besoin de dons d'ovocytes pour les femmes atteintes d'endométriose, mais là, c'était plus simple pour comparer. Et bien en fait, il n'y a pas de différence significative sur l'implantation de l'ovocyte, qui est de l'endométriose, ou pas. Donc vous voyez, en fait, c'est quand même ultra positif de dire, en fait, on en fait tout un monde de la fertilité de l'endométriose. Alors attention, il y a quand même des femmes qui vont galérer beaucoup, enfin qui vont galérer, mais en fait, il y a plein de choses qu'on ne sait pas, et dans tous nos tests, en fait, quand même, c'est plutôt encourageant de se dire, mais en fait, non, ça a l'air d'aller. Maintenant, il y a aussi le débat, ok, chez une femme qui a des difficultés à avoir des enfants, qui a de l'endométriose, est-ce qu'on opère ou pas? Donc la chirurgie, quand, pourquoi? Alors on parle généralement d'exérèse chirurgicale, de venir enlever les lésions d'endométriose. Donc sur une étude de 1997, on se rend compte que ça augmente les chances de grossesse spontanée en post-opératoire. Donc c'est depuis où quand même on s'est dit, allez go, s'il faut opérer, parce qu'il y a une époque aussi, je rappelle pour certaines, où on a énormément opéré l'endométriose, on les a même suropérées. Moi j'ai déjà eu des patientes qui ont eu 5 opérations. Bon, maintenant on en revient parce qu'on se rend compte que suropérer c'est pas non plus le but, parce qu'au bout d'un moment on crée beaucoup d'adhérence post-chirurgicale, et puis c'est quand même quelque chose, une chirurgie. Donc là maintenant ils essaient de réduire le nombre de chirurgies. Par contre ils essaient d'être de plus en plus précis au niveau de leur chirurgie, et tant mieux. Et c'est vrai qu'en fonction de la patiente, on va peut-être essayer d'attendre le désir de maternité par rapport à cette étude-là, en fait, si vous voulez. Ils disaient, on va peut-être attendre. Sauf que, en fait, la chirurgie ovarienne, donc si jamais il y a quelque chose au niveau de l'endométriose, au niveau des ovaires, en fait, ça va quand même diminuer la réserve ovarienne de 39%. Donc on se dit, ok, pas cool. Et il y a des complications post-opératoires qui sont de 20 à 30% pour une atonie vésicale et une fistule recto-vaginale. Mais en même temps, du coup, il y a une autre étude, c'est une étude italienne qui a comparé du coup les FIV après chirurgie et juste la chirurgie dans la possibilité de tomber enceinte. Et bien, FIV après chirurgie, on était à 60% de grossesse, alors que la chirurgie seule, on était à 27%. Donc, en fait, ça plaisait pas trop au docteur Roman qui était là. Roman? Attendez, j'ai un bug. Pardon, au docteur Horace Roman, ça c'est mon côté dyslexique où j'ai bugué, qui du coup est un chirurgien assez réputé dans l'endométriose. En tout cas, dès que vous commencez à vous renseigner sur l'endométriose, c'est un nom qui sort quand même énormément. Et en fait, du coup, lui, forcément, ces résultats-là, ça lui plaisait pas trop parce que voilà, il est chirurgien et il forme aussi. Après, encore une fois, ça dépend pour moi aussi de quelle chirurgie, quel type de chirurgie, qui opère, parce qu'en fait, il y a aussi une notion de est-ce que le chirurgien, il va avoir toutes les lésions, il va toutes les enlever. Enfin, pour moi, il y a trop de facteurs, même dans la chirurgie, c'est trop difficile de conclure parce que ça va dépendre. Mais en tout cas, si on se base sur cette étude italienne, on pourrait se dire que du coup, la FIV après chirurgie est ultra intéressante versus la chirurgie seule. La grosse conclusion quand même, où tout le monde était quand même assez d'accord, c'était que la chirurgie, elle doit globalement être centrée plutôt sur la douleur et pas sur la fertilité à tout prix. C'est-à-dire, si une patiente vient et qu'en fait elle a un problème de fertilité, mais globalement sur la douleur, ça va, mais du coup, on va peut-être pas forcément aller opérer. Ou en tout cas, on va voir par rapport à tous ces autres problématiques et en fonction des autres résultats. Maintenant, on peut se dire aussi, ok, c'est bien été, mais du coup, l'endométriose versus la FIV, est-ce qu'il y a quelque chose qui change ou pas? Et bien c'est pareil, c'est une étude de 2019 cette fois-ci, où en fait ils ont comparé. Alors ils utilisent encore les stades 1, 2, 3, 4 pour l'endométriose. Donc ils ont fait deux groupes, un groupe du coup stade 1 et un groupe stade 1, stade 2, pardon, et un groupe stade 4, non stade 3 et stade 4, voilà.
Et en fait, on s'est rendu compte que pour les endométrioses de stade 1 et 2, il n'y a absolument pas d'impact sur la FIV. Donc, c'est-à-dire que c'est comme si c'était une patiente lambda, en fait, finalement. Donc, c'est plutôt ultra encourageant. Alors que dans l'endométriose stade 3 et stade 4, du coup, ce qu'ils ont fait ressortir, c'était globalement un risque d'ANG, donc d'arrêt naturel de grossesse, plus élevé. Donc, c'était à se dire, ok, chez certains types d'endométriose, il y a peut-être plus de risques de fausse couche, je mets encore des guillemets, mais j'aime pas ce terme-là, ou d'arrêt naturel de grossesse. Par contre, un truc qui ressortait énormément, c'était en fait le tabac, qui est un facteur de pronostic négatif majeur. Donc en fait, les patientes qui ont de l'endométriose, qui ont des problèmes de fertilité, il faut vraiment les encourager à arrêter le tabac, parce que ça, vraiment, ça joue beaucoup. Et du coup, en fait, en plus, c'est un truc sur lequel on a quand même la main mise. On peut faire évoluer ça. Et je trouve que ça, elle l'a dit, mais moi, j'aurais voulu que ça soit encore plus dit. Parce que, voilà, c'est un truc de se dire, bah oui, alors pourquoi la patiente fume, etc. Ça, je dis pas qu'arrêter de fumer, c'est facile. Mais en tout cas, vraiment, on sait que sur la fertilité, particulièrement fertilité, douleur et endométriose, le tabac joue énormément. Donc les points clés, c'était qu'en grossesse spontanée, il n'y a pas forcément d'augmentation du risque de fausse couche. Par contre, en grossesse, du coup, par aide médicale à la procréation, du coup, il y a quand même une augmentation possible du risque de fausse couche, surtout dans le stade 3 et 4. Bon, on a parlé de tout ça, il y a autre chose qui est important à savoir. Et encore une fois, si vous êtes patiente et que vous écoutez cet épisode, gardez votre libre arbitre. On va parler juste de chiffres. Ce n'est pas parce que vous allez avoir ce dont je vais parler que forcément ça va être la cata si vous voulez devenir mère. Parce que j'ai plein de patientes qui étaient dans ces cas-là et qui ont eu, pour l'une, 3, l'autre 2 et une autre, du coup 2, enfin bref, 2 enfants sans problème du tout. Donc c'est complètement possible. En gros, ce qui est ressorti, c'est quand même, s'il y a quelque chose auquel il faut faire plus attention, c'est l'adénomiose. Donc l'adénomiose qui est une sorte de cousine de l'endométriose. Il y en a qui disent que c'est un type d'endométriose. C'est, on part du principe, vous vous souvenez, les petits bouts d'endomètre, enfin, encore une fois, même moi je dis de la merde, mais les petites lésions, du coup, qui migrent, qui ressemblent à l'endomètre mais qui n'en sont pas, et bien en fait, on se rend compte qu'elles se retrouveraient dans le muscle de l'utérus. Donc c'est ce qu'on appelle de l'adénomiose. En fait, ça s'infiltre plus profond dans l'utérus, là où ça ne devrait pas. Et là, par contre, pour la fertilité, l'adénomiose, c'est beaucoup moins cool au niveau des chiffres. En tout cas, là, vraiment, on a des chiffres qui le prouvent. C'est que l'adénomiose, c'est un facteur clé du risque d'arrêt naturel de grossesse au premier trimestre. Donc, on sait qu'une femme avec de l'adénomiose a plus de chances de faire possible fausse couche qu'une autre. Et il y a d'autres chiffres qui sont un peu moins cool. C'est que si jamais on a de l'endométriose plus de l'adénomiose, on a 4 fois plus de risques de faire un arrêt naturel de grossesse, donc du coup une fausse couche, et 4 fois plus de risques de placenta prévia. Alors encore une fois, vraiment, je veux être ultra optimiste en disant que ces chiffres-là, faut pas les voir en mode putain, merde, fais chier, j'ai pas les chiffres de mon côté. Non, par contre, faut peut-être se dire, ok, en effet, enfin que vous soyez kiné ou autre, ou même patiente, ça vaut le coup, si vous cochez pas mal de cases, de quand même se dire, ok, ouais, du coup, au niveau médical, je peux être un tout petit peu plus suivie, et si ça arrive, j'allais dire c'est comme ça, mais en tout cas, vous avez un peu plus de risques. Après, c'est les statistiques, hein, donc les statistiques, elles peuvent se tromper aussi. Et pour l'adénomiose, une stratégie qui avait l'air la plus efficace, après, encore une fois, peut-être que dans quelques années, on la critiquera, c'était globalement de proposer une ponction ovocytaire à la patiente, donc pour récupérer du coup ses ovocytes, de la mettre sous ménopause artificielle de manière prolongée, donc ce qu'on appelle avec la GnRH, et de faire un transfert différé, beaucoup plus loin de la ponction ovocytaire. Voilà, pour le moment, c'est ce qu'on nous a l'air de conseiller. Dans quelques années, est-ce qu'on sera d'accord ou pas ? Je vous ferai un podcast si je suis toujours là. Ensuite, quelque chose que j'avais appris, je sais pas vous, mais punaise, moi c'est fou, je sais pas, j'en avais pas entendu parler, mais je pense que j'avais pas encore parlé avec assez de chirurgiens, c'était le score EFI. Donc le EFI, c'est le Endometriosis Fertility Index. C'est un score qu'on utilise, en tout cas pour prédire les chances de grossesse spontanée après la chirurgie. En fait, maintenant que je le dis, je me souviens de l'avoir lu dans les études scientifiques, mais à chaque fois, c'était pas ça que je cherchais dans les études.
Donc en fait, j'étais passée à côté, mais maintenant je me dis putain, j'aurais dû chercher plus. Et donc en fait, ça prédit ces chances de grossesse spontanée après la chirurgie. Par contre, maintenant, en fait, ils sont un peu en débat de ok, c'est bien, mais quand est-ce qu'on laisse quand même une chance aux grossesses spontanées possibles ou quand est-ce qu'on réoriente rapidement vers la PMA? Voilà, ils sont en train de se mettre d'accord. Après, ça a l'air quand même beaucoup plus parlant que les différents stades 1, 2, 3, 4. Ils sont en train d'essayer de tous se dire qu'ils vont commencer à utiliser le EFI, même dans les études scientifiques, pour se mettre d'accord, parce qu'en fait, on se rend bien compte que dans certaines études scientifiques, en fait, on classifie pas forcément les patientes, ou alors quand on les classifie, personne n'utilise les mêmes classifications, donc ça devient un peu compliqué. Il y a aussi eu une petite partie qui était intéressante où on venait parler en fait d'hormonothérapie. Donc le fait de prendre du coup une contraception hormonale ou un traitement hormonal. Souvent pour les patientes on dit la pilule, mais on appelle ça un traitement hormonal. Mais après ça fait contraception aussi. Du coup, en fait quand même globalement c'est censé diminuer les douleurs d'environ 70%. Et des fois, si ça ne marche pas, ben en fait, c'est aussi intéressant dans le cas de la fertilité parce que ça va potentiellement aider à orienter la prise en charge. C'est-à-dire, si justement l'hormonothérapie ne fonctionne pas sur les douleurs, on va peut-être un peu plus aller vers la chirurgie, parce qu'on a dit que la chirurgie était quand même un peu plus guidée par rapport à la douleur. Et si l'hormonothérapie de la patiente a très bien fonctionné, qu'elle fait très bien avec l'hormonothérapie, eh bien peut-être qu'on ira plus facilement lui proposer du coup une aide médicale à la procréation, donc une FIV. En sachant qu'encore une fois, tout ça, moi je trouve ça à chaque fois très triste, mais c'est mon côté un peu idéaliste qui ressort, c'est qu'en fait on manque énormément de chiffres de grossesse spontanée dans l'endométriose, de comment ça se passe, j'allais dire quand tout va bien. Mais parce qu'en fait, forcément, c'est des patientes qu'on ne fait pas rentrer en institut scientifique, bah parce que peut-être que c'est des patientes qui tombent enceintes sans que ça soit prévu et qui décident de garder la grossesse. Soit c'est des personnes qui se disent, ok, on se lance pour faire un bébé, et en fait, ça arrive vite, et du coup, enfin, vite, ça arrive assez rapidement, et du coup, en fait, on n'a pas le temps de les inclure dans les études scientifiques pour savoir combien de temps ça prendrait. Voilà, et c'est dommage parce qu'en fait, je pense que ces chiffres-là seraient extrêmement intéressants. Je crois que je l'ai déjà dit dans un épisode de podcast sur l'endométriose justement, mais ça me semble intéressant de le redire ici. Désolée pour celles qui m'écoutent tout le temps, je radote, mais en même temps c'est comme ça que ça s'imprime des fois. Nous on a pas mal eu avec une collègue sage-femme le même ressenti sur certains cas, particulièrement de patientes plus jeunes, à qui on a diagnostiqué de l'endométriose. Et en tout cas, de ce qu'il est resté dans la tête de la patiente, c'était que dans tous les cas, elle aurait des difficultés à tomber enceinte. Voilà. Alors, c'est une erreur du corps médical, ou alors la patiente, vraiment, malgré le fait que le professionnel de santé lui avait bien expliqué, peut-être que c'est ce qu'elle a terminé par retenir. Bon. Et du coup, ben, c'est potentiellement des patientes qui se retrouvent avec des grossesses non désirées. Et qui ensuite se retrouvent, je trouve, avec cette double ou triple peine de savoir qu'est-ce qu'elles font de cette grossesse-là, parce que du coup, c'était pas du tout le moment. Et en même temps, elles se disent, oui, mais je suis censée avoir de l'endométriose, donc je suis censée galérer, donc est-ce que je profite pas de cette chance-là maintenant pour garder cette grossesse, ou est-ce que je décide d'arrêter cette grossesse, mais du coup, enfin, j'ai peur, et puis même, enfin, un arrêt de grossesse, c'est jamais un bon moment, hein. C'est pas les personnes qui, sur les réseaux dernièrement, je trouve, racontent l'arrêt de grossesse de manière très 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 détachée. Alors c'est peut-être une protection, hein, mais en rigolant beaucoup, moi j'avoue que ça me gêne. Pourquoi? Ou c'est quoi, j'ai le droit de parler dans ce podcast, hein. C'est une fille des réseaux sociaux qui s'appelle Vivi, je crois, ou quelque chose comme ça. Elle a fait, je crois, de la télé-réalité. Et c'est une de mes patientes qui m'a envoyé un extrait. Alors, j'ai pas regardé tout l'épisode, donc peut-être que j'aurais dû écouter tout l'épisode de podcast pour me faire un avis. Mais qui justement raconte son arrêt de grossesse, donc elle l'a décidé, donc son avortement. Mais c'est pareil, j'aime pas ce terme-là. Et en fait, vraiment, elle le raconte d'une manière, mais tellement détachée et tout. Alors, moi, c'est quelque chose qui potentiellement me gênerait beaucoup moins si jamais le droit à l'avortement était quelque chose de universel, qui était là depuis des années, et que du coup, on ne soit plus obligé de se battre pour ça. Et aussi de se battre contre les idées reçues de pas mal de personnes qui sont oui, les femmes, elles vont avorter comme ça, comme si on allait acheter un sac à main. Alors je ne dis pas, il y a sûrement des personnes pour qui c'est le cas. Il y a forcément peut-être une petite minorité de personnes qui font vraiment pas gaffe. Mais franchement, l'extrême majorité ressort de ce moment-là avec quand même Enfin, ça marque une vie.
Ça marque aussi potentiellement le conjoint à côté. Donc en fait, enfin, voilà. Moi je pense qu'aujourd'hui, en tant que pro de santé, avoir un bon discours par rapport à nos patientes, c'est important pour essayer à tout prix d'éviter qu'elles puissent vivre ce moment-là. Donc en fait, c'est pareil, moi je trouve qu'on parle pas assez aujourd'hui du sida aux jeunes, en tout cas j'ai l'impression qu'ils en ont moins peur qu'avant. Donc il y a quand même une augmentation des pathologies sexuellement transmissibles. Je suis en train de divaguer complètement, mais ne vous inquiétez pas, je reviendrai après sur le sujet de l'endométriose. Et en fait, c'est parce qu'on a complètement dédramatisé le truc, je pense. Et c'est vrai, il y a de moins en moins de personnes qui utilisent des préservatifs. Et en fait, enfin, pour moi, c'est quand même problématique aujourd'hui. En tout cas, personnellement, j'essaie d'éduquer les garçons autour de moi et les filles aussi. Mais je pense qu'il y a quelques petites choses qui passent par les garçons. Moi, je leur ai toujours dit, vous savez, en fait, là, dans le cadre d'une possible grossesse, lors d'un rapport sexuel avec une fille X ou Y, qu'elle soit ta copine ou pas, donc que ce soit juste un coup d'un soir ou peu importe, je dis en tant que garçon, tu as de la chance et de la malchance en même temps. C'est qu'en fait, si jamais il y a une grossesse, c'est pas toi qui vas devoir la vivre, la grossesse. Donc tu pourrais te dire, cool, ben moi je suis chanceux, donc en fait j'en ai rien à carrer. Sauf qu'en fait, ça peut quand même potentiellement te toucher, déjà un, et de deux, surtout tu n'auras pas ton mot à dire. Peut-être que la fille ou femme te posera la question pour avoir ton avis, mais en tout cas, pour moi, tu n'auras jamais le dernier mot, parce que ce n'est pas ton corps, c'est le sien, donc elle fera ce qu'elle voudra. Et toi, tu seras là à subir la décision. Donc la seule chose que tu peux faire, c'est en fait utiliser des moyens qui font que, du coup, tu limites au grand maximum le fait que ça arrive. Alors bien sûr, j'entends déjà des personnes qui peuvent me dire « Oui, mais un préservatif, il peut être percé. » Oui, ok, très bien, enfin, il peut se casser, etc. Oui, c'est des risques qui arrivent. Oui, du coup, s'il utilise le retrait, ça peut être un peu compliqué. Oui, mais tout ça, c'est à nous aussi de le expliquer en disant, mais en fait, t'as telle chose qui est globalement, statistiquement, un peu plus sécuritaire, t'en as d'autres qui l'est moins, etc. Enfin, voilà, c'est à nous de leur expliquer. Et du coup, en fait, bon, bref, par rapport à l'IVG, en tout cas, je trouve qu'aujourd'hui, j'ai du mal un peu quand on peut en parler d'une manière très détachée. Je suis par contre complètement OK qu'on en parle. Je trouve que c'est pas quelque chose qui doit rester dans l'ombre. Mais j'ai pas trop envie qu'on donne du grain à moudre à ceux justement qui disent qu'on fait ça par-dessus la jambe et comme si ça ne marquait personne. Après, bien sûr, ça peut nous avoir marqué, mais on n'est pas obligé d'en parler sur les réseaux. Et cette personne que je dis, la Vivi, apparemment, c'est son podcast. Elle a décidé elle-même d'en parler. Bon, voilà. En tout cas, moi, ça pose problème. Et en fait, je me suis perdue moi-même, je ne sais plus comment je suis partie à parler de ça. Oui, je crois que je parlais de l'hormonothérapie, du coup. Non, sur le fait de tomber enceinte. Ah non, oui, et que j'aurais aimé qu'on ait ces chiffres-là, de savoir comment est-ce qu'on tombe enceinte, et qu'avec ma collègue sage-femme, en fait, on se retrouve vraiment, je vous dis, beaucoup avec des patientes, bon, je dis jeunes, mais plus ou moins jeunes, mais en tout cas, les deux qui nous ont marqué, elles étaient très jeunes, et en fait, on se dit, mais, enfin, quelle vie pour cette jeune, c'est tellement triste de se dire qu'en fait, déjà, un diagnostic d'endométriose. Ok, en plus, on en a parlé au collège. Au collège, tout le monde lui dit ah, bah, t'auras pas d'enfant, etc. Enfin, ouais, c'est ce que tout le monde lui fait ressentir aussi. Alors que non, c'est pas vrai. Et bah, de yeux, en fait, elle se retrouve avec une grossesse non désirée parce que, bah, voilà, je vous dis, vu que les jeunes aujourd'hui ont un peu moins peur, en tout cas, c'est le ressenti que j'en ai, d'une possible grossesse et du sida, en fait, pour eux, il y a des solutions. Donc, en fait, c'est bon. Et en fait, ben là, non, les conséquences, elles sont quand même pas cool du tout et elles étaient surtout tristement évitables. Et c'est ça qui est bien dommage. Donc, moi, j'aimerais bien qu'il y ait des chiffres sur les grossesses spontanées. Malheureusement, encore une fois, comme je l'ai dit, c'est très compliqué. Mais je pense que ça permettrait de changer le discours au niveau médical et d'arrêter de forcément dire aux femmes que ça va être compliqué. Aujourd'hui, on est en train d'essayer de trouver des sortes de classifications pour aussi savoir chez quelle patiente ça peut être vraiment très problématique et chez qui il faudra peut-être s'inquiéter plus tôt. Par exemple, justement, se dire, ok, endométriose plus adénomiose, ok, peut-être ça sera un peu plus compliqué qu'une patiente qui a juste de l'endométriose. C'est pareil, on a énormément parlé dans cette conférence aussi de ce qui joue sur la fertilité, c'est les endométriomes ovariens. Donc, ces sortes d'endométriose sur l'ovaire. Et en fait, forcément, une patiente qui a juste de l'endométriose mais qui n'a pas d'endométrium ovarien, du coup, globalement, ça va. L'endométrium ovarien, globalement, il fait quand même chier. Et surtout, on sait qu'il peut récidiver. Donc, c'est plus compliqué pour cet aspect-là. Mais encore une fois, vous pouvez avoir ça et tomber enceinte assez facilement. Donc, voilà.
Moi, j'étais contente qu'on parle d'endométriose et fertilité, et infertilité particulièrement. Et en même temps, c'est continuer de faire croire que ça sera forcément un problème au niveau de la fertilité. Alors que, dernier rappel, et désolée pour celles qui m'écoutent tout le temps, moi j'ai découvert l'endométriose avec mes patientes en rééducation postpartum. Donc elles avaient accouché, elles avaient leur bébé dans les bras, et en fait c'était souvent, plus on en parlait parce que leurs symptômes d'endométriose revenaient, ou en tout cas étaient continuellement là. Et en fait du coup c'était de ça dont elles souffraient. Et du coup je leur pose des questions parce que justement moi, du peu qu'on m'en avait appris à la fac, pour moi c'était quand même une pathologie de douleur de règles et de problèmes d'infertilité, comme la majorité des gens pensent aujourd'hui. Et j'ai appris avec ces patientes qu'en fait, non, les troubles digestifs, c'était très compliqué. Je me souviens encore d'une de mes patientes, si tu passes par là, je t'embrasse fort, parce que je sais que des fois, tu écoutes mon podcast, qui un jour, vraiment, je le voyais qu'elle était pas du tout bien. Et qu'en fait, je me disais, mais qu'est-ce qu'il se passe? Et je lui dis, mais tout va bien. Elle me dit, oh, je crois que j'aurais besoin d'aller aux toilettes. Et en fait, on est en train de faire la sonde au niveau du périnée. Et donc, en fait, chez moi, elles mettent la sonde, mais on est debout. Et en fait, moi, je l'ai fait rhabiller, même avec la sonde, en tout cas, au moins la culotte. Et en fait, j'étais là, ah, ok. Et je dis, du coup, c'est pressé, ça peut attendre là un peu. Elle me dit, non, je crois que c'est maintenant. Et du coup, je dis, ok, pas de souci. Donc, du coup, on se débrouille de vite enlever la sonde, etc., et qu'elle aille aux toilettes. Et en fait, du coup, elle passait pas mal de temps aux toilettes. Et moi, j'étais avec son fils. Et en fait, voilà, en fait, elle avait vraiment des symptômes digestifs d'endométriose qui étaient bien costauds. Et en fait, à un moment donné, je suis partie toquer aux toilettes juste pour savoir si globalement ça allait, parce que je me disais, elle était très blanche et tout, qu'elle soit pas tombée dans les pommes dans les toilettes, quoi. Et en fait, non, c'est juste qu'elle me disait, elle avait une diarrhée fulgurante d'endométriose, et en fait, elle avait des crampes et tout, elle a même saigné. Enfin bref, ça allait pas du tout. Bon, bien sûr, on n'a pas continué la sonde après, et c'était pas dû à la sonde, hein, c'était symptômes d'endométriose. Et là, je me disais, mais c'est fou que ces patientes, on les laisse comme ça, et qu'on ne leur propose rien. Enfin, il y a des choses qui peuvent, en tout cas, qui valent le coup d'être testées pour voir. Donc, tout ça pour dire que faut rester quand même globalement assez optimiste sur le sujet. Et on verra dans quelques années est-ce qu'il faut être pessimiste ou pas. Mais moi, vraiment, je pense qu'il faut être plus optimiste que ce qu'on est. Je vais terminer. C'était justement une des présentations, pareil, très très intéressante sur la préservation ovocytaire dont on a déjà un peu parlé. Donc, la préservation ovocytaire, c'est quoi? C'est en tout cas ce protocole. Donc congélation d'ovocytes, peut-être que ça vous parlera plus, où on vient stimuler vos ovaires pour qu'ils sécrètent un maximum d'ovocytes, en tout cas qu'ils les fassent grossir le plus possible, pour ensuite venir les ponctionner et les congeler. Donc c'est comme si on faisait des réserves d'œufs. Moi des fois je vulgarise aux conjoints de mes patientes, et à mes patientes en disant, vous savez, les poules elles pondent un œuf par jour, par exemple en moyenne, là le but ça serait qu'en un jour, on aille leur ponctionner directement dans leur corps 6 à 8 œufs. Parce que je crois que c'est ça les chiffres en plus. Et du coup, là, je dis, chez votre femme, nous, normalement, c'est un œuf tous les mois. Et là, le but, c'est qu'on en veut 6 à 8 en moyenne. Enfin, on aimerait ça. Du coup, pour venir le ponctionner. Donc, on leur donne des hormones, etc., etc. Et en fait, aujourd'hui, on parle énormément de la congélation d'ovocytes en se disant, voilà, par rapport à la fertilité, vu qu'on fait de plus en plus d'enfants tard, etc., même dans l'endométriose, on se dit, est-ce que c'est pas le coup, c'est pas la bonne idée de dire aux patientes, ok, on va du coup garder des ovocytes à vous dans le congélo, et comme ça va potentiellement aider, du coup, à votre fertilité. Le spécialiste qui était là a dit directement en disant, la congélation d'ovocytes, il faut savoir que c'est comme un joker pour essayer possiblement un jour d'éviter un don d'ovocytes. Si on repense, vous savez, à la qualité ovocytaire de l'étude qu'on avait vue juste avant, on s'était rendu compte qu'il n'y avait pas forcément de différence entre une donneuse et du coup une patiente atteinte d'endométriose. Mais avec l'âge avançant, peut-être. En tout cas, c'est un joker. Il a dit, vous jouez aux cartes, c'est un joker. Mais il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. C'est qu'en effet, justement, il y a 6 à 8 ovocytes congelés généralement en moyenne par ponction, qu'en dessous de 35 ans, on est sur 28% de chances de tomber enceinte avec du coup un don d'ovocytes et ensuite une FIV, alors que après 35 ans, on est aux alentours de 10%. Donc déjà, voilà, on se doute qu'il y en aura possiblement plusieurs. Et aussi, alors ça, par contre, je ne connaissais pas ce chiffre, on aura seulement 10 à 15% des femmes qui utiliseront leurs ovocytes congelés. Donc vous imaginez, sur aujourd'hui, toutes les congélations d'ovocytes qu'il y a, en fait, il n'y aura que 10 à 15% des femmes qui utiliseront leurs ovocytes.
C'est fou. En fait, finalement, on en propose beaucoup, mais en fait, c'est pas tant utilisé. Alors, est-ce que c'est pas tant utilisé parce que du coup, elles ont des grossesses spontanées? En tout cas, moi, c'est une piste de réflexion que j'ai. Est-ce que c'est parce que finalement, elles ont abandonné ce projet-là? Voilà. Ou est-ce que finalement, elles sont parties en don d'ovocytes? Bon, ça m'étonnerait, parce que techniquement, elles peuvent pas partir en don d'ovocytes si elles ont leurs ovocytes congelés. Donc, voilà. Et il y a quand même des profils un peu plus pertinents sur lesquels on peut dire à une patiente, ok, chez vous, ce serait intéressant de faire une préservation ovocytaire. C'est si jamais il y a un endométrium bilatéral. Donc, vous savez, les endométriums, ce que je vous avais dit par rapport à la fertilité, c'est pas dingue. Et donc, s'il y a des deux côtés, au niveau des deux ovaires, s'il y a eu une chirurgie ovarienne, c'est vrai que vu que la chirurgie ovarienne, elle est pas dingue et tout pour la fertilité quand même, ben, ça peut valoir le coup. C'est pareil, s'il y a une chirurgie ovarienne ou si elle est prévue. Voilà. Si on sait qu'on va devoir essayer d'aller lui enlever des endométriums ovariens, ça peut valoir le coup de aller faire une ponction ovocytaire avant pour essayer de lui en garder un peu et espérer qu'après il lui en reste. Si jamais il y a un ovaire unique, parce que voilà, on part du principe qu'il y a un ovaire unique, ça peut être peut-être un peu plus compliqué, et s'il y a un ovaire unique plus endométrium. Voilà. Non, et c'est tout. Ah si, l'autre chose importante, Maïté, c'était que il insistait aussi, enfin il l'a dit 2 fois, et je trouvais ça très cool, parce que moi en tout cas c'est un questionnement que j'ai, c'est qu'aujourd'hui on ne connaît toujours pas l'impact des stimulations répétées sur ces femmes-là. Est-ce qu'il y a un impact? Est-ce qu'il n'y en a pas? Voilà. Aujourd'hui, particulièrement, je vais parler en tout cas de l'endométriose. C'est une pathologie, du coup, quand même, on l'a dit, au niveau des hormones qui est problématique. Là, on met ces patientes sous oestrogène. Euh, voilà, est-ce que ça fait avancer plus la pathologie ou pas? En tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas de preuve de tout ça. Il y avait quelque chose par rapport aux douleurs sur la FIV, mais malheureusement, j'ai pas noté à ce moment-là. Mais de mémoire, c'était qu'il n'y avait pas forcément d'augmentation de douleur d'endométriose pendant les stimulations pour les patientes atteintes d'endométriose, donc comme ce que j'avais gardé en tête. En tout cas, rien de très dingue au niveau des chiffres. Ou alors vraiment, désolée s'il y en a qui étaient présentes et qui veulent me corriger. Corrigez-moi surtout. Mais voilà, c'est de se dire un peu tout ça. Bon, aujourd'hui, on a l'endométriose. Est-ce que vous devez courir aller faire une préservation d'ovocytes? Pas forcément. Il est fort possible que votre gynécologue vous en parle, parce qu'il faut savoir que, je ne sais plus depuis quelle année, mais c'est quand même globalement assez récent. Du coup, ils ont ouvert la congélation d'ovocytes à toutes les femmes de la France. Il y a une limite d'âge. Euh, et avant, c'était que sous certains, fallait avoir une pathologie, etc. Donc endométriose, ça y rentrait. Mais du coup, c'est vrai que c'est quelque chose dont les gynécologues ont tendance à parler beaucoup plus facilement à partir d'un certain âge, et a fortiori si on a du coup de l'endométriose. Donc, sachez qu'aujourd'hui, voilà, ça dépend de votre endométriose du stade, ça dépend est-ce que vous avez de l'adénomiose ou pas, ça dépend est-ce que vous avez un endométrium ou des endométriums. Ça dépend aussi, est-ce que vous avez des rapports sexuels avec votre conjoint et une possibilité d'un jour tomber enceinte aussi? Est-ce que vous êtes en désir de maternité là-dessus et que vous êtes déjà en train d'essayer? Voilà, moi je pense qu'il y a toutes ces questions-là en résumé qui doivent quand même se poser. Et c'est pareil, si on vous propose du coup une prise de sang avec une AMH, vous êtes en droit de ne pas la faire ou de demander au laboratoire de ne pas faire l'AMH, ou en tout cas d'en parler avec votre gynécologue aussi, en précisant que voilà, pourquoi? Parce que l'AMH n'est pas forcément un marqueur de fertilité, à part si c'est vous qui avez demandé à partir du coup en stimulation ovarienne pour congeler des ovocytes et que c'est votre spécialiste qui vous le demande. Est-ce nécessaire en tant que gynécologue de ville? Je me permets de poser la question, et s'il y en a par ici, je suis ravie d'ouvrir un débat là-dessus et d'avoir votre vision, parce que je ne suis que kiné. En tout cas, j'ai ma vision avec mes patientes en tant que kiné. Mais je suis clairement ouverte au débat, donc voilà, c'était un peu le gros résumé de endométriose et infertilité de cette journée de l'AFNA. D'ailleurs, je les remercie encore s'ils passent par là de m'avoir invitée pour intervenir pour parler de yoga, fertilité et endométriose justement, parce que là ici je vais pas parler aussi des autres interventions, comme celle aussi de Marion Vallée qui a été géniale, de Isabelle Noré aussi ma collègue. Voilà, si vous voulez en savoir plus, sachez que j'avais fait un post sur Instagram aussi avec des phrases clés, et j'ai tagué ceux qui ont intervenu et qui ont Instagram, donc si vous voulez aller les suivre, n'hésitez pas, c'est des mines d'or d'informations, et je sais que justement Marion nous a fait une explication sur comment observer son cycle pour découvrir sa fenêtre de fertilité. Et personnellement, si vous êtes une patiente avec un désir de fertilité là, de suite, je ne peux que vous encourager à aller suivre son compte
elle, est celui de émanciper aussi, qui est très intéressant, je trouve. Voilà, de plutôt essayer de vous renseigner sur ce que vous pouvez mettre en place pour optimiser justement cette fertilité. Et après, continuer d'en parler avec vos professionnels de santé, mais il y a plein de choses qui existent et qui malheureusement ne sont pas proposées directement. Et sur le yoga, il y a quand même des bons résultats, alors pas au niveau scientifique malheureusement, mais moi je retrouve des bons résultats même par rapport aux douleurs aussi des patientes, parce que si c'est des patientes qui galèrent à tomber enceinte parce qu'elles ont des douleurs à la pénétration, mais en fait on joue dessus aussi hein, avec le yoga. Et on peut favoriser toute la circulation du petit bassin, etc. Donc voilà, faites des choses qui vous font du bien surtout. Et j'espère que cet épisode n'aura pas été trop indigeste. En tout cas, j'espère. Et je vous rassure, on se retrouve du coup la semaine prochaine avec un épisode beaucoup moins intense, vraiment où je vais vous parler de mes habitudes de pauvre. Alors c'est un épisode où je fais beaucoup d'autodérision sur des petites habitudes que mes amis justement appellent des habitudes de pauvre. Mais c'est des choses qui en même temps méritent d'être sues, je trouve, ou en tout cas si vous avez envie de rigoler un peu, de capter certaines choses, ou en tout cas de vous sentir moins seul si vous les faites comme moi, et bien vous allez pouvoir bien rigoler. Le mardi prochain, comme d'habitude, sur toutes les plateformes d'écoute, dès 6h06 du matin, donc les plateformes d'écoute Spotify, Apple Podcasts, Deezer, etc., etc. Et je vous remercie surtout de m'écouter à chaque fois. N'hésitez pas à bien sûr laisser un commentaire dans le post du coup Instagram sur ce sujet-là, donc Maïté la kiné ou Anata Podcast. C'est toujours un plaisir de vous lire parce que parfois je me dis que je parle un peu toute seule mais que j'ai pas tout le temps vos retours et c'est bien dommage. Des fois juste un like en disant merci pour cet épisode, j'ai appris plein de choses ou autre, ça me ferait très plaisir, donc n'hésitez pas. Allez, j'arrête parce que j'avais dit que j'allais pas faire un épisode trop long et ça y est, on est sur 46 minutes déjà. Allez, bonne journée, au revoir et à mardi.